Très bien. Déjà, merci à ER Lille d'avoir organisé cette conférence en sous-sol. Et ouais, ça devient compliqué, hein. Bon, en tout cas, pendant cette conférence, il n'y aura pas de fake news, pas d'antisémitisme et rien qui contrevienne à la loi, si ce n'est l'exactitude, comme le disait le professeur Forisson. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vraiment une conférence de géopolitique pure. Je vais m'attaquer à un sujet qui est d'actualité, mais qui est d'actualité depuis un certain nombre d'années. C'est la stratégie anti-russe. J'ai écrit un certain nombre d'articles sur le sujet depuis 2015, des articles de géopolitique qui sont plus ou moins lus en fonction des milieux et autres. Je sais que certains intellectuels en Europe lisent mes articles, même y compris en Russie. Donc cette conférence s'adresse bien sûr à vous qui êtes venus, à tous ceux qui regarderont cette vidéo, mais aussi aux intellectuels, aux penseurs français, européens, mais aussi russes. Et donc mon exercice va être assez particulier, et que je vais reprendre ce que j'ai écrit. Donc je vais vous donner les dates à chaque fois des articles et les titres des articles depuis 2015 sur cette opposition latente entre la Russie et Israël. Beaucoup de géopolitologues, y compris en Russie, se sont concentrés sur l'opposition entre la théocratie qui est la Russie et la thalassocratie représentée d'abord par l'Empire britannique, puis l'Empire américain, mais ils n'ont pas vu ou pas voulu voir cette opposition entre la Russie et Israël. Cette opposition, maintenant, elle éclate au grand jour, mais comme vous le verrez, je l'annonçais depuis mes premiers articles en 2015, et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce que fondamentalement la Russie et Israël sont opposés, et je vais tenter à la fin de cette conférence de faire à nouveau de la prospective, comme je l'ai fait depuis 2015, et essayer de prévoir ce qui peut se passer à l'avenir. Alors en 2015, j'ai publié un article qui s'appelle La Russie, l'Europe et l'Orient. Il a été publié dans une revue qui s'appelle Europe et Orient. Il a aussi été publié sur Géopol Intel en décembre 2015. Et dans cet article, j'analysais la double stratégie anti-russe. Il y a une stratégie anti-russe américaine qui est bien connue, et une stratégie anti-russe sioniste. Alors je vais commencer par vous exposer la stratégie impériale américaine anti-russe, dont le principal cerveau à la fin des années 90 était Zbigniew Brzezinski, d'origine polonaise, d'ailleurs issu d'une famille franquiste qui s'est installée au XIXe siècle aux États-Unis, et qui est mort l'année dernière, je crois, en 2017. Alors, l'objectif de Brzezinski à l'époque était de contrôler toute l'Eurasie. Pour contrôler toute l'Eurasie, il fallait faire éclater la Russie en provinces indépendantes. Pourquoi contrôler l'Eurasie? Parce que, écrivait Brzezinski, les 2 tiers des richesses mondiales se trouvent en Eurasie. Et il y a eu une politique dans les années 90, via notamment l'argent de l'Arabie Saoudite, d'éclatement de la Russie par comment dire, par une zone en développement, plutôt un indépendantisme, par une création artificielle d'une force centrifuge en Tchétchénie. Et c'est ce qui s'est passé en Tchétchénie dans les années 90 a été, comment dire, appliqué aussi en Russie, en Syrie, mais j'y reviendrai. Et il y a aussi l'Ukraine, qui était visé par Brzezinski à l'époque, parce qu'il écrivait, je le cite dans son livre Le Grand Échiquier en 1997, l'indépendance de l'Ukraine modifie la nature même de l'État russe. De ce seul fait, cette nouvelle case importante sur l'échiquier eurasien devient un pivot géopolitique. Sans l'Ukraine, la Russie cesse d'être un empire en Eurasie. Et l'objectif général de Brzezinski était le suivant: le maintien de son statut, du statut impérial des États-Unis. Le maintien de son statut de superpuissance planétaire
et à long terme et l'évolution vers une coopération mondiale institutionnalisée. Et dans la terminologie abrupte des empires du passé, les trois grands impératifs géostratégiques se résumeraient ainsi, d'après Brzezinski: éviter les collusions entre vassaux et les maintenir dans l'état de dépendance, ce que justifie leur sécurité, cultiver la docilité des sujets protégés et empêcher les barbares de former des alliances offensives. Or, cette stratégie américaine a échoué. On a vu depuis l'accession au pouvoir de Vladimir Poutine fin des années 90, en 1998-99, une remontée en puissance de la Russie. Et au fil des années, une agrégation des puissances moyennes et même des anciens alliés des États-Unis s'agréger autour de la Russie. Vous avez eu la création des BRICS, donc réunissant sur le plan économique le Brésil, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud et l'Indonésie, qui constituent une opposition à la domination anglo-américaine et une tentative de la Russie et de ses alliés de créer des institutions alternatives. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment d'alternative économique et ni même d'alternative stable au dollar, mais c'est en cours de construction. Dans la seule année de 2016, c'est-à-dire il y a 2 ans, vous avez eu le Maroc, qui est un allié historique des puissances occidentales, en particulier donc l'Europe et les États-Unis, qui s'est tourné vers la Russie, parce que les États-Unis deviennent pour un certain nombre d'alliés des protecteurs qui ne tiennent pas leur parole et qui ont même une forte tendance à les trahir. Vous avez eu aussi le retournement du pion important qu'est la Turquie par Vladimir Poutine après la crise qui a eu entre la Turquie et la Russie suite à l'avion abattu par l'armée turque. Vous avez eu les Philippines avec le président Duterte qui s'est éloigné des États-Unis et qui a fait une déclaration fracassante disant qu'il rompait les liens historiques qu'il avait avec la Russie pour se tourner, avec les États-Unis pour se tourner vers la Russie et la Chine. Et cette évolution géopolitique mondiale a fini par alerter fortement Zbigniew Brzezinski, qui, avant sa mort, a écrit un fameux article dans The American Interest, qui est une revue spécialisée américaine. Le titre s'appelle Toward a Global Realignment, ça veut dire vers un réalignement global. Un réalignement global de la politique, de la stratégie, de la ligne américaine. Alors il écrivait donc en avril 2016 dans cet article: les États-Unis sont toujours l'entité politique, économique et militaire la plus puissante au monde. Mais, étant donné les complexes changements géopolitiques régionaux, elle n'est plus la puissance impériale globale. On a véritablement un changement de ton de Brzezinski et qui propose une nouvelle stratégie. Et là, tout d'un coup, Brzezinski devient plus conciliant. Alors, il proposait de forger une alliance impliquant à différents degrés la Russie et la Chine pour régler les problèmes, la crise au Proche-Orient, en échange de concessions de la Russie, plus diplomatiques que stratégiques. Hein. Donc il demandait des concessions concernant l'Ukraine, la Géorgie et les États baltes. Et il envisageait un rapprochement avec la Chine pour découpler la Chine de la Russie. Il expliquait qu'il fallait laisser la porte de l'Europe de l'Ouest ouverte à la Russie, se rapprocher de la Chine, établir des accords commerciaux et jouer sur une future opposition entre la Russie et la Chine, notamment concernant des territoires qui ont été récupérés par la Russie avec Vladimir Poutine qui a renégocié le tracé de certains territoires aux frontières sino-russes. Alors, c'est ce sur quoi tablait Brzezinski, mais vous allez le voir, la politique de Brzezinski n'a pas été tout à fait suivie par
par Donald Trump après son élection. Donald Trump a plutôt suivi une géopolitique, une stratégie qui se rapproche de celle de Henry Kissinger. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et il y a l'autre stratégie dont je vous ai parlé, qui nous intéresse ici, c'est la stratégie anti-russe sioniste. Alors, la stratégie anti-russe sioniste se combine dans une certaine mesure à la stratégie américaine anti-russe. Israël a toujours maintenu, jusqu'à une période récente, des rapports cordiaux avec la Russie et ne s'est jamais opposé à elle. Mais, de fait, Israël est opposé à la Russie parce que, via son lobby, elle a poussé les États-Unis à détruire une partie des alliés historiques de la Russie dans le monde musulman. On l'a vu, bien sûr, avec le printemps arabe, on l'a vu avec la destruction de la Libye, mais l'instabilité de Kadhafi lui a coûté extrêmement cher, d'autant plus que à cette époque-là, c'était Dimitri Medvedev qui était à la présidence et non pas Vladimir Poutine. Et Dimitri Medvedev appartient à une des factions qui a le pouvoir en Russie, qui est plutôt libérale, pro-américaine, voire pro-israélienne. Alors, depuis le 11 septembre 2001, Israël a poussé les États-Unis à détruire systématiquement les pays musulmans dans le cadre du plan Oded-Yinon rédigé en 1982 par le haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères. Le plan Oded-Yinon avait pour but de fractionner les États autour de l'État d'Israël pour permettre justement à l'État d'Israël de d'étendre son territoire. Un plan qui a été repris par les néoconservateurs à partir de 2002 et qui s'est intitulé The Greater Middle East Initiative, c'est-à-dire un redécoupage de tout le Moyen-Orient élargi. Alors pour les Américains, le Moyen-Orient élargi, c'est du Maroc au Pakistan. Non mais c'est pas une blague, hein. Non mais ne riez pas, c'est pas une blague, hein, c'est vraiment ça. Alors, et cette politique américaine sous influence israélienne a exacerbé les tensions existantes déjà depuis plusieurs décennies entre la Russie et les États-Unis. Alors tout en tendant la main à la Russie, les sionistes négociaient avec elle pour qu'elle lâche ses alliés au Proche-Orient. En juillet 2013 déjà, vous aviez le prince Bandar, qui était le ministre de la Défense de l'Arabie Saoudite, qui s'est rendu en Russie, à Moscou, pour rencontrer Vladimir Poutine et lui proposer un deal. Le deal était le suivant. Vous lâchez vos alliés au Proche-Orient, l'Iran, mais surtout la Syrie, en échange de quoi nous négocierons des contrats gaziers et pétroliers avantageux pour la Russie. Ça, tout ce que je vous explique là, je l'expliquais dans l'article en 2015. Et j'annonçais en 2015 dans cet article que la Russie ne tomberait pas dans le piège. Dans un piège qui est assez grossier, vous allez le voir. Alors, cette stratégie sioniste indirecte de contournement, c'est comme ça que je l'ai appelée, transparaît dans les propos et les propositions d'Henry Kissinger. Henry Kissinger, qui est un important géopolitologue juif américain, dont le sionisme est assez subtil, mais pour celui qui travaille sur le sujet, il est assez apparent. Il déclare le 11 mai 2014, Henry Kissinger, qu'il ne faut pas isoler la Russie, mais qu'il est dans l'intérêt de tous qu'elle soit maintenue dans le système international. En 2008, il tendait déjà la main à la Russie, mais au détriment de l'Iran, qu'il désignait à l'époque, en 2008, comme un danger pour le monde environnant. Le monde environnant, ça veut dire Israël. Alors, Kissinger s'est aussi entretenu avec Vladimir Poutine en 2009, et il s'est entretenu avec lui en 2012, en janvier 2012, 2 mois avant la réélection de Poutine à la présidence de la Russie. À partir du moment où les Russes ont refusé le deal proposé en fait par l'intermédiaire saoudien, qui est un pion, un allié et un pion à la fois des États-Unis et d'Israël,
Poutine refuse le deal en juillet 2013. Fin août 2013, début septembre 2013, les États-Unis et la France envoient des navires de guerre pour attaquer la Syrie, déjà à l'époque sous le prétexte d'utilisation d'armes chimiques par l'État syrien. Les Russes s'opposent. Ils envoient des navires de guerre qui ont fait face aux navires de guerre américains. Alors il y a des missiles de croisière Tomahawk qui ont été lancés et puis interceptés par la Russie, très certainement par des S-300. Et à partir de là, les Américains ont reculé. Mais 2 mois plus tard, en novembre 2013, c'est là que s'est allumé le feu en Ukraine, à la porte de la Russie. Here in Kiev in recent days, the Maidan, or Independence Square, has turned into a full-scale war zone. А хотите узнать, что происходило на Украине? More clashes in Ukraine's capital, Kiev. There is absolutely no doubt that snipers are working here. I've counted 10 bodies. Le message qui était envoyé à la Russie, c'était si vous ne lâchez pas vos alliés au Proche-Orient, notamment la Syrie, vous serez attaqué à votre porte. C'était ça, le message implicite. Mais c'était aussi un piège, parce que si les Russes lâchaient la Syrie et abandonnaient Tartous, c'est-à-dire leur port en Méditerranée, et s'ils avaient laissé la Syrie se faire détruire par ces brigades internationales, ces nouvelles brigades internationales des Américains et des Israéliens, les Russes auraient été les prochains sur la liste. C'est évident. Alors, ce que j'écrivais à cette époque, donc en 2015, a fini par se réaliser. Alors je suis désolé de me citer moi-même, mais il faut, faut être très clair, parce que on a un certain nombre de géopolitologues qui ont tendance à faire des analyses a posteriori. C'est-à-dire qu'une fois que les choses se sont passées, ils vous expliquent pourquoi elles se sont passées. Or, si on fait de l'analyse géopolitique, on doit faire de la prospective, et la prospective, diriger, faire de la politique, c'est gouverner, c'est prévoir. Si on est incapable de prévoir, si on est géopolitologue et conseiller, si on est incapable de prévoir les attaques futures, on ne sert pas à grand-chose. Alors, j'écrivais à l'époque, l'actuelle partie d'échecs arrivant sans doute bientôt à son terme, Israël commence à dévoiler ses intentions envers la Russie. Alors que Poutine autorise la livraison de missiles défensifs S-300 à l'Iran en avril 2015, parenthèse, ça faisait plusieurs années que la Russie devait livrer les S-300, et c'est Medvedev, à la présidence de la Russie, qui s'est opposé. D'ailleurs, l'Iran voulait même faire payer des dommages et intérêts, entre guillemets, à la Russie pour non-livraison d'armes, non-respect d'un contrat passé. Donc Poutine finit par livrer les armes, les S-300, qui sont des missiles défensifs, en avril 2015 à l'Iran. Et à ce moment-là, donc, Israël s'apprêtait en réponse à envoyer des armes en Ukraine afin d'alimenter le feu qui couvre après les accords de cessez-le-feu de Minsk II du 12 février 2015. À l'époque, Poutine avait déclaré « C'est le choix des dirigeants israéliens et ils sont en droit de faire ce qui leur semble nécessaire. À mon avis, il s'agit d'armes létales. S'il s'agit d'armes létales, cette mesure sera contre-productive, car elle débouchera sur une nouvelle étape dans la confrontation et sur de nouvelles pertes humaines. » C'est là que vous voyez la conjonction de la stratégie américaine et de la stratégie israélienne contre la Russie. Alors, à partir de 2017, excusez-moi, vous avez un renforcement, compte tenu de la radicalisation des tensions géopolitiques et de la guerre contre la Syrie et l'engagement de l'armée russe en Syrie, vous avez véritablement un basculement à l'intérieur même, au sein même de l'État russe et de l'État iranien. Alors ça,
c'est ce que j'ai analysé, donc l'analyse que je vais vous proposer là tout de suite, ce que je vais vous exposer à l'instant. J'ai exposé dans un article qui s'appelle État des lieux de la géopolitique mondiale, qui date du 10 mars 2017. Donc j'expliquais que l'aggravation de cette guerre contre le terrorisme a renforcé l'alliance stratégique entre la Russie et l'Iran, de fait, et ça a fait échouer la stratégie d'Henry Kissinger, comme je l'annonçais dans l'article, de 2015. Car à partir du moment où la Russie s'engageait dans cette guerre, aux côtés du Hezbollah, aux côtés de la Syrie et de l'Iran, il était impossible d'intégrer, comme le proposait Kissinger, la Russie dans le système international, c'est-à-dire en fait retourner la Russie et l'absorber. Alors, et cette stratégie de Kissinger a été confirmée, donc stratégie que j'ai analysée en 2015, a été confirmée par Benjamin Netanyahou le 5 mars 2017. Le premier ministre israélien, donc Netanyahou, qui s'apprêtait à se rendre en Russie le jeudi 9 mars 2017, avait déclaré, donc avant de rencontrer Poutine, je cite Netanyahou, « L'Iran tente de s'établir de façon permanente en Syrie au travers d'une présence militaire terrestre et maritime et d'ouvrir progressivement un front sur le plateau du Golan. » Et il a ajouté « Je ferai part au président Poutine de l'opposition ferme d'Israël à une telle possibilité. J'espère que nous parviendrons à trouver des arrangements pour éviter des frictions possibles entre nos forces, comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant. » Alors, jusqu'à cette période-là, jusqu'en mars 2017, Poutine était excessivement tolérant vis-à-vis d'Israël, qui a mené au total 200 raids contre la Syrie depuis le début de la guerre contre la Syrie. Mais l'exacerbation des tensions Est-Ouest due à cette confrontation géopolitique dans ce que j'appelle le nouveau pivot géopolitique mondial qu'est la Russie, a renforcé au sein de l'État russe la tendance patriotique, nationaliste, voire eurasiste, représentée par Poutine. Mais Vladimir Poutine en Russie équilibre en gros deux factions. La faction libérale pro-américaine et pro-israélienne, qui d'ailleurs a fait pression sur Poutine en 2013 pour qu'il n'intervienne pas dans le conflit en Syrie. Il y a eu Alexandre Dugin parlait d'une guerre qui faisait rage autour de Poutine. Et vous avez l'autre faction, qui elle est la faction patriotique nationaliste qui défend les intérêts de la Russie, représentée par les deux ministères des Affaires étrangères et ministère de la Défense, donc Sergueï Lavrov et Sergueï Shoigu. Et donc compte tenu, c'est ce que j'expliquais dans cet article de 2017, mars 2017, j'expliquais que l'exacerbation de ces tensions offrait plus de marge de manœuvre au pôle patriotique nationaliste en Russie au détriment des cosmopolites, pour aller vite. De même qu'en Iran, il y a le même type d'opposition entre, d'un côté, les libéraux qui veulent, en gros, pour aller vite, transformer l'Iran en Californie, donc les libéraux qui font partie, en partie, du clergé, mais qui sont opposés au guide suprême, et qui sont aussi opposés au Pasdaran, aux gardiens de la révolution. Et l'exacerbation de ces tensions, comme je disais, ont donné une marge de manœuvre et un pouvoir plus élargi aux Pasdaran, qui sont directement impliqués dans la guerre contre les groupes terroristes en Irak et en Syrie. Alors, donc j'expliquais à ce moment-là que si Poutine devait ménager Israël compte tenu d'une partie de son entourage, la situation géopolitique, l'opposition qui se radicalisait en Syrie, je l'écrivais, le basculement définitif de la géopolitique mondiale de la Grande Syrie, le Cham, est le pivot et le révélateur.
et clarifiera, dont il est le pivot et le révélateur, clarifiera de façon nette les alliances et les deux camps qui s'affrontent. C'est-à-dire que j'expliquais que d'une certaine manière, Israël sera contraint de se dévoiler, puisque les intérêts vitaux d'Israël et de la Russie sont diamétralement opposés. Et c'est alors cet article dont je viens de vous parler, a été publié le 10 mars 2017, et 7 jours plus tard, le 17 mars 2017, Israël a envoyé 4 chasseurs contre une base militaire de l'État syrien dans la périphérie de Palmyre, et la DCA syrienne a abattu l'un des appareils qui s'est écrasé en territoire israélien. Un deuxième chasseur a été atteint et les 2 autres ont pris la fuite. À ce moment-là, la presse iranienne rapportait que, je cite, le ministère russe des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur israélien en poste à Moscou pour lui signifier la protestation de son pays. La riposte cinglante de la DCA syrienne a provoqué une onde de choc en Israël. Alors que Netanyahou s'était rendu la semaine dernière à Moscou pour convaincre le président russe de la nécessité de bouter l'Iran et le Hezbollah de la Syrie, la réponse de la DCA syrienne puis la convocation de son ambassadeur par Moscou prouvent l'échec total de sa mission. Mikhail Bogdanov, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, s'est entretenu avec Gary Koren exigeant des explications autour des frappes. Gary Koren, c'est l'ambassadeur d'Israël à Moscou. Alors, à partir de là, les tensions entre la Russie et Israël vont augmenter et vont croître sans arrêt. En 2018, là, on a un tournant, c'est la diabolisation par les Israéliens et les sionistes de Poutine. Alors, quand on diabolise quelqu'un, on le traite de... Voilà. Alors, le samedi 10 février 2018, donc un an après le raid israélien, le nouveau raid israélien de mars 2017, donc 10 février 2018, la DCA syrienne a répliqué à une attaque israélienne en abattant un de leurs F-16. Alors, à ce moment-là, le New York Times rapportait qu'immédiatement après le bombardement israélien, le président russe Vladimir Poutine a décroché son téléphone, furieux, pour engueuler littéralement Benjamin Netanyahou et lui a ordonné de mettre un terme au raid. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Et un haut gradé de l'armée israélienne a révélé, donc a déclaré au New York Times, je cite le haut gradé israélien, même publiquement, les Russes ont pris parti pour l'autre camp, contre nous, et pas seulement en privé. Ils auraient pu empêcher le lancement du drone iranien, parce que les Israéliens affirment qu'ils ont frappé la Syrie suite à l'envoi par les Iraniens d'un drone qui a survolé l'espace aérien israélien. Alors, ils auraient pu empêcher le lancement du drone, mais ils n'ont rien fait. Nous avons entendu le message russe très fortement et clairement. Alors ça, c'était en février 2018. Un mois plus tard, en mars 2018, Vladimir est accusé d'antisémitisme. Alors, voici ce qui s'est passé exactement. Dans une interview accordée à NBC News, Vladimir Poutine, interrogé sur les Russes arrêtés aux États-Unis pour ingérence électorale américaine, Poutine a répondu, écoutez bien, « Je m'en fiche, car ils ne représentent pas le gouvernement. Peut-être qu'ils ne sont même pas russes, mais ukrainiens, tatars ou juifs. Mais avec la citoyenneté russe. Ce qui devrait aussi être vérifié, peut-être qu'ils ont une double citoyenneté ou une carte verte, peut-être que les États-Unis les ont payés pour cela. » Alors là, les réactions ont été immédiates. Un des principaux organismes juifs américains a affirmé, cet organisme s'appelle le Comité juif américain, AJC. Donc un des principaux organismes, celui-ci que je vous ai mentionné, a affirmé que les remarques de Poutine rappelaient étrangement les protocoles des sages de Sion. C'est un classique celle-là. Alors, toujours le même comité juif américain a demandé au président russe de clarifier ses propos au plus vite.
c'est un ordre. La députée de l'Union sioniste Ksenia Svetlova, qui a émigré, donc c'est une juive russe qui a émigré en Israël depuis la Russie, a tweeté « Nous connaissons assez bien ces vieilles rengaines. Peut-être que les juifs dirigent le monde, peut-être que les juifs utilisent du sang pour leurs rituels, peut-être que les juifs ont massacré des juifs en Pologne. » Ça c'est référence à une déclaration du président polonais. « Maintenant, voici le dernier tube, peut-être que les juifs se sont mêlés des élections américaines. » Elle a aussi appelé le gouvernement israélien à condamner fermement les propos de Vladimir Poutine. Et son confrère de l'Union sioniste, le député Nachman Shai, a également condamné les propos du maître du Kremlin comme étant de l'antisémitisme classique. Et il a ajouté, cette déclaration montre que rien n'a changé dans le fait de considérer les Juifs comme responsables de tout le mal du monde. Nous avons besoin d'une réaction forte de la part du gouvernement israélien. Là, on assiste vraiment à un tournant. Alors, en septembre 2018, c'est-à-dire le mois dernier, donc à 23h, tout contact a été perdu avec l'équipage de l'avion russe IL-20 et son équipage, donc 15 membres de l'armée russe, qui sont morts à la suite d'une manœuvre israélienne. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le ministère russe de la Défense que je vais citer. Alors, le ministère russe de la Défense a déclaré « L'appareil se dirigeait vers la base aérienne de Hmaïmim, à 35 km des côtes syriennes. L'avion a été abattu par des systèmes syriens S-200 en raison des actions irresponsables et provocatrices d'Israël. Menant des frappes en Syrie, des pilotes israéliens se sont abrités derrière l'avion russe IL-20 qui s'est retrouvé exposé au feu des systèmes de défense aérienne syriens S-200, a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov. Le ministère russe de la Défense a également annoncé que Sergei Shoigu, donc le ministre de la Défense russe, a eu une conversation téléphonique, enfin si on peut appeler ça une conversation, il a appelé le ministre de la Défense israélien Avigdor Lieberman pour le menacer directement. Shoigu a déclaré dans un communiqué « La responsabilité du crash de l'avion russe et de la mort de l'équipage repose entièrement sur la partie israélienne. » Et il avait dit au téléphone à Lieberman nous nous donnons la liberté ou l'option de mener des représailles contre Israël. Et il a ajouté d'ajouter que le ministère russe de la Défense avait déjà à plusieurs reprises appelé la partie israélienne à s'abstenir de mener des frappes sur le territoire syrien, créant un danger pour la sécurité des militaires russes. Et le communiqué du ministère de la Défense russe précise « En dépit des accords sur la prévention des incidents dangereux avec Israël, le commandement du groupe des forces russes a été prévenu seulement 1 minute avant la frappe des F-16 israéliens. » Vladimir Poutine a annoncé par la suite que les contre-mesures qui seront mises en place viseront avant tout à renforcer la sécurité de nos militaires et de nos sites en Syrie. Ce sont des démarches que tout le monde remarquera. Alors, à partir de là, vous allez le voir, la faction patriotique russe va reprendre la main de la politique de la Fédération de Russie. Comme je vous le disais, il y a deux pouvoirs qui s'affrontent à la tête de la Russie, pouvoir libéral, pro-occidental, pro-américain et pro-israélien. On peut appeler ça une 5e colonne en Russie. Et celle-ci a contraint Vladimir Poutine jusque-là à être extrêmement conciliant vis-à-vis d'Israël. Et vous avez de l'autre côté, l'autre faction, donc Sergei Shoigu, Sergei Lavrov, le ministère de la Défense et le ministère des Affaires étrangères, qui, eux, commençaient à bouillonner de constater l'impunité d'Israël ces dernières années, et qui a fini par coûter la vie à 15 militaires russes. Donc là,
la ligne rouge a été franchie par Israël et on a maintenant clairement une opposition entre la Russie et l'État hébreu. Alors que Vladimir Poutine officiellement tentait de calmer le jeu en parlant d'une série d'événements tragiques, lui, Shoigu, le ministre de la Défense, menaçait directement Lieberman. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a une opposition entre Shoigu et Poutine, je pense plutôt qu'il y a un partage des rôles. Poutine qui doit maintenir, en tout cas dans sa posture, un langage plutôt diplomatique pour ne pas trop froisser les membres de son entourage, cette cinquième colonne. Mais concrètement sur le terrain, on a vu la Russie livrer des S-300 à la Syrie, alors que les Israéliens, rapporte le journal Haaretz, ont fait du lobbying depuis plusieurs années en Russie pour que les Russes ne livrent pas des S-300 à la Syrie. Je souligne qu'en 2013, à la demande d'Israël, nous avions suspendu la livraison d'un système S-300 en Syrie, alors qu'il était prêt à être expédié et que les militaires syriens avaient suivi une formation appropriée. Alors, c'est à cette occasion qu'on a vu la montée en puissance de Sergueï Shoigu, le ministre de la Défense, donc avec la livraison de ces S-300, livraison à laquelle s'est opposé le grand rabbin de Russie, Berel Lazar. Alors, Berel Lazar est un proche de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, qui après être arrivé au pouvoir, a évincé les juifs libéraux qui avaient dépecé la Russie après l'effondrement du mur de Berlin. Et il s'est appuyé, Vladimir Poutine, sur les Chabad Lubavitch, les religieux orthodoxes Chabad Lubavitch, au détriment des juifs libéraux. Et lui, Berel Lazar, est le chef de cette communauté Chabad Lubavitch en Russie. Et pour la première fois, Berel Lazar s'oppose directement à une décision de la Russie, du président Poutine. Et sur quel sujet? Comme par hasard, sur la question israélienne. Alors, il a déclaré, le rabbin Berel Lazar, au journaliste israélien Eli Mandelbaum, je cite Berel Lazar, « Je pense que c'est une erreur », il parle de la livraison des S-300, « Je pense que c'est une erreur qui ne fera qu'aggraver les problèmes de la région. » Et il a ajouté que lui-même et son organisation ont parlé du problème des S-300 au président Poutine. « Nous avons expliqué, je dirais, notre sensibilité à propos de nos frères en Israël à Sion. Et nous espérons qu'Israël et la Russie pourront continuer à coopérer pour stopper le terrorisme, stopper l'Iran, et qu'Israël va continuer à protéger ses frontières et neutraliser toute menace avant qu'elle n'atteigne le seuil de sa porte. » Donc là, on voit clairement que Berel Lazar n'est rien d'autre qu'un relais d'Israël en Russie. Et ce qui va contraindre Vladimir Poutine à prendre des positions plus radicales vis-à-vis de son ami Berel Lazar, représentant de la communauté juive, grand rabbin d'Israël, et ça promet. Alors, parallèlement à cela, la Russie a déployé de nombreux radars de défense anti-aérien pour limiter la marge de manœuvre des chasseurs israéliens. Le journal Haaretz, le journal israélien Haaretz, fait état de plusieurs avertissements lancés à l'encontre des chasseurs israéliens durant le mois d'octobre, quand ils se sont approchés des frontières syriennes depuis le nord des territoires occupés palestiniens. C'est-à-dire que les Israéliens ont voulu tester les Russes, voir s'ils pouvaient continuer les frappes qu'ils mènent depuis plusieurs années. Ils se sont rendus compte que ce n'était plus possible. Visiblement, il n'y a qu'un langage qu'ils comprennent. Alors, cette crise a mis aussi en évidence la création d'un cabinet de guerre en Russie, avec à sa tête, justement, Sergueï Shoigu, le ministre de la Défense. Le 14 mai 2018, Pepe Escobar annonçait dans un article « Le président russe Vladimir Poutine s'apprête à nommer un nouveau gouvernement
et une bombe est sur le point d'exploser. Le nouveau cabinet devrait être une stavka, c'est-à-dire un cabinet de guerre. L'universitaire Michael Glennon, qui a commenté ces nominations qui sont passées inaperçues, c'est après la réélection de Vladimir Poutine cette année, Glennon explique que les changements de personnes ont été minimes dans le nouveau gouvernement, mais le fait que les premières déclarations officielles durant l'affaire du IL-20 soient venues de Sergueï Shoïgu confirme son rôle accru et la réduction de la marge de manœuvre de Vladimir Poutine. Alors moi je dirais pas qu'il y a réduction de la marge de manœuvre de Poutine, je dirais qu'il y a un accord entre Poutine et le ministre de la Défense pour accroître les pouvoirs du ministre de la Défense et pour, d'une certaine manière préserver Poutine par rapport aux éventuelles représailles qu'il peut y avoir de la part de son entourage et des oligarques qui sont proches de lui, qui sont pro-américains, pro-israéliens. Et Glennon a ajouté: la faction militaro-industrielle qui se tient derrière Poutine insistera dans sa marche en avant sur moins de parties d'échecs et plus de marteau-pilon. En bref, l'approche d'hommes d'État a cédé du terrain de gré ou de force au cabinet de guerre. Nombreux sont ceux qui ont remarqué aussi l'émergence d'un cabinet de guerre dans l'administration Trump, particulièrement depuis l'arrivée du conseiller en sécurité nationale John Bolton en avril. Poutine vient-il d'accepter un partage du pouvoir ou lui a-t-il été imposé ? Nous ne le saurons probablement jamais. Vient-il d'être relégué à un statut d'adjoint dans les affaires militaires ? Hautement improbable. Appelons cela une réaction collective aux provocations futures. Et moi je pense qu'effectivement il y a une montée en puissance de Sergueï Shoïgu, et on en a eu la preuve le 19 octobre dernier, avec une visite officielle de Sergueï Shoïgu en Chine pour rencontrer le président chinois Xi Jinping. Alors, un ministre de la Défense russe qui rencontre le président de la Chine dans le cadre d'un rapprochement, pas seulement un rapprochement, mais d'une coordination militaire et stratégique de la Russie et de la Chine n'est absolument pas anodine, sachant qu'il y a quelques mois, il y a eu un très important exercice militaire conjoint de la Chine et de la Russie, le plus important depuis la guerre froide. Alors, il a déclaré, Sergueï Shoïgu, pendant sa rencontre avec Xi Jinping: la Russie souhaite renforcer le partenariat stratégique et notre niveau de coopération militaire avec la Chine. Elle désire également que l'on puisse faire face ensemble aux différents défis sécuritaires, que l'on protège les intérêts de nos deux pays et que l'on mène aussi des actions positives en vue de ramener la stabilité au niveau de la région et du monde. Alors, il est clair qu'on assiste à des préparatifs de guerre et des préparatifs de grande ampleur. On y reviendra peut-être durant les questions-réponses. Maintenant, quid du nationalisme israélo-compatible en Europe par rapport à la Russie? Alors, là encore, il ne faut pas tomber dans le piège. On a vu ces dernières années des intellectuels, géopolitologues proches de l'extrême droite ou des mouvements populistes. En France, il y a un exemple, c'était celui d'Aymeric Choprade, qui a été visiblement retourné, qui, tout en tendant la main à la Russie... L'idée, c'est quand même que c'est par rapport aux intérêts de la France que nous définissons au Front National nos positions. Si nous avons cette vision d'avoir un partenariat fort avec la Russie, c'est parce que nous croyons dans ce monde multipolaire. Nous croyons que nous avons besoin d'équilibre avec les États-Unis. Et donc, il faut une politique raisonnable et une politique équilibrée vis-à-vis de Moscou. Tenait un discours anti-musulman et anti-iranien. Et enfin, l'ultime point où je suis en désaccord, c'est l'Iran, puisque récemment, dans une de ses chroniques, Aymeric Choprade a écrit que l'Iran voulait acquérir l'arme nucléaire et la destruction d'Israël. Et ça, son discours, à lui comme à d'autres, est calqué
sur le discours et la stratégie que je vous exposais au début de Kissinger. C'est-à-dire qu'on tend la main à la Russie tout en attaquant, tout en visant ses alliés au Proche-Orient. Ça, c'est une main tendue qui est traîtresse, et c'est cette main que tendent généralement les mouvements populistes, nationalistes qui sont israélo-compatibles. Là où je veux en venir, c'est que les nationalistes européens pro-israéliens qui se disent pro-russes sont en fait structurellement anti-russes. Même s'ils ne le déclarent pas actuellement, lorsque le conflit sera ouvert, ils se retourneront contre la Russie. Comme Israël s'est retourné finalement contre la Russie. Et vous avez là l'exemple ukrainien. En Ukraine, vous avez eu des mouvements soutenus par l'Union européenne, les États-Unis et Israël, qui se disaient nazis, c'était des néo-nazis, et ouvertement, bien sûr ouvertement, radicalement anti-russes. Et vous avez un Bernard-Henri Lévy, qui est un juif sioniste, qui se situe plutôt à gauche du spectre politique, gauche libérale bien sûr, qui est parti en Ukraine soutenir ces groupes néo-nazis anti-russes. Et ça, c'est la nouvelle stratégie israélienne en Europe, c'est-à-dire soutenir tous les mouvements populistes nationalistes tant qu'ils sont pro-israéliens. Et Israël, qui est actuellement isolé géopolitiquement, a deux impératifs là. C'est pousser les États-Unis contre la Russie, puisque la Russie contribue très, très fortement et aujourd'hui de manière claire à entraver le projet israélien qui est l'extension de ses frontières, la mise en place du Grand Israël. La Russie se retrouve aujourd'hui clairement du côté même du Hezbollah. Donc sur le plan stratégique, militaire, Israël est coincé. Ils ne peuvent donc que exacerber les tensions, comme ils le font depuis un certain nombre d'années, entre la Russie et les États-Unis. Donc, pour eux, la guerre mondiale est la seule issue. Mais maintenir ou ramener dans le giron israélien les mouvements nationalistes européens. C'est ce que j'ai expliqué dans un article paru le 25 septembre dernier sur Géopol Intel, sur Égalité et Réconciliation, qui va être traduit en italien et qui va être publié dans la revue de Claudio Muti, Eurasia, et qui vient d'être traduit en espagnol. Donc c'est un article qui est en train de se diffuser, des analyses qui sont en train de se diffuser un peu dans l'Europe méditerranéenne pour l'instant. Et aussi sur le site de notre ami Yuri Rochka, qui est en Moldavie. Alors, j'ai expliqué dans cet article-là que le mouvement des Steve Bannon, qui n'est pas en fait le mouvement des Steve Bannon, mais de Michael Modrikamen, qui est très proche des Israéliens, ce The Movement a pour objectif de coordonner les nationalistes populistes en Europe, qui sont israélo-compatibles, et de les ramener bien sûr dans le giron d'Israël. Et là, c'est là qu'est le danger pour la Russie. Il ne faut pas que les intellectuels russes aujourd'hui, ou les amis de la Russie, s'imaginent que ces nationalistes israélo-compatibles soutiendront la Russie ou s'opposeront aux États-Unis et à Israël, c'est-à-dire leurs ennemis objectifs. Ils constituent un danger pour eux. Donc, en conclusion, il y a une règle qu'il faut inscrire dans le marbre. Les nationalistes pro-israéliens sont structurellement anti-russes, et ce n'est pas sur eux que la Russie pourra compter demain en cas de confrontation avec les États-Unis et Israël. Je vous remercie.